Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera bien entendu de BTC, on verra si on a des setups ou pas qui s'exécutent. On parlera bien entendu d'Ether et au niveau des altcoins, on va demander d'analyser Sol, RSR et XPL. Donc on verra ces cryptos-là, les setups qui peuvent tout simplement s'exécuter. Alors, je commence ici sur le BTC. On a eu une très bonne clôture hier, comme on l'avait eu. Le fait d'avoir eu la réintégration de cette zone de résistance, les 112 500 $. On repasse au-dessus. On repasse également au-dessus des moyennes mobiles moyen terme, courte moyen terme, que ce soit le tunnel 15 minutes, le tunnel 1 heure, le tunnel 4 heures. Et actuellement, on est en train de pullback ce niveau-là. On le voit bien là d'un point de vue price action. On a une mèche qui est revenue retag la zone des 112 500. Logiquement, cette zone-là qui a fait office de support, on est repassé en dessous, elle a fait office de résistance, on est repassé au-dessus, elle a fait office de support, puis on est repassé en dessous. Le fait de la réintégrer, on est censé la flip et elle doit faire maintenant office de support. Donc c'est possible qu'on ait un bottom qui a été validé ici. En tout cas, ça en a tout l'air qu'on regarde le fait qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles, qu'on flippe ce niveau de résistance en support. Maintenant, deux choses, hein. Dans un premier temps, on ne doit pas réintégrer ce niveau-là, parce que ça veut dire qu'on reflipperait ce niveau en résistance, et la dernière fois qu'on l'a cassé, on voit qu'on a été chercher beaucoup plus bas. Donc je pense que si on le recasse, on pourra revisiter ce creux-là. Maintenant, tant qu'il fait office de support, ce niveau-là, la chose la plus probable, c'est de retourner chercher cette extrémité haute. Et c'est possible que BTC rentre dans une plus grosse phase de latéralisation, un peu comme on a connu à ce niveau-là. Ok, alors soit à ce niveau-là ou à ce niveau-là, dans tous les cas, on voit que BTC latéralise beaucoup plus que les derniers cycles. Après, vous devez accepter que peu importe les marchés, hein, on passe beaucoup plus de temps en range qu'en tendance, que ce soit les cryptos, que ce soit la finance traditionnelle, le forex, bref, peu importe, le marché en général passe beaucoup plus de temps en range qu'en tendance. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire avec, voilà, tout simplement. Actuellement, comme je l'ai dit, on réintègre ce niveau-là et surtout, on retrouve un momentum intéressant sur du court terme. On revient chercher ici le tunnel 15 minutes, c'est ce que je vous avais dit. Tant que le tunnel 3 minutes ici, le tunnel bleu, eh ben, tiens, vaut mieux chercher des longues sur du très court terme. Lorsqu'il cassera, ok, on aura de grandes chances de retourner chercher le tunnel 15 minutes, chose qui est faite à ce niveau-là, d'accord. Maintenant, c'est un niveau qui doit tenir, mais ici, nous sommes dans une bonne zone de localisation pour chercher des longues et viser un retracement pour au moins revisiter ce sum-là. Le fait de mettre ces moyennes mobiles, ça nous permet simplement d'avoir des points de repère, de savoir, ok, quels sont les niveaux, quelles sont les zones intéressantes. Parce que le but d'un trader, c'est pas de trader n'importe où. Et je vois beaucoup de débutants faire cette erreur-là, d'être devant une charte et de vouloir prendre les opportunités qu'il y a partout. C'est-à-dire, peu importe où le prix est, ils veulent rentrer n'importe où. Sur une pattern, sur un signal avec le RSI ou peu importe. Non, la chose la plus importante, c'est toujours de quadriller votre charte, de savoir où est-ce que vous voulez vous positionner. Tout simplement. Que ce soit sur des niveaux de support, des niveaux de résistance. Il y a plein de manières d'utiliser, de quadriller une charte. Ça peut être des moyennes mobiles, ça peut être ici des points pivots, ça peut être des supports et des résistances. Peu importe, ça peut être pour certains des zones d'imbalance, des order blocks, voilà. Je sais qu'il y a plein de termes comme ça qui sont utilisés. Or, certains termes, c'est un peu du marketing, ça veut dire la même chose comparé à d'autres termes. Moi, ce que j'aime bien, la plupart du temps, des niveaux de support, des tunnels Vegas, c'est tout simplement des moyennes mobiles, hein. Ça, c'est un indicateur que vous pouvez ajouter. Voilà, vous mettez ici Multime Frame Vegas et vous pouvez l'ajouter ici. Et j'utilise également des points pivots. Si vous voulez deux indicateurs en un, vous pouvez ajouter celui-ci. Des points pivots, pareil, qui nous donnent des niveaux très intéressants, que ce soit des niveaux weekly, des niveaux daily ou des niveaux monthly. Donc voilà, BTC, plutôt pas mal ce qui nous fait. N'hésitez pas à refaire des fois qu'on a des pumps comme ça ou des dumps, que ce soit sur BTC, Ether et les altcoins, un état des lieux de votre portefeuille. Vous devez avoir une sorte de schéma, enfin de schéma de... alors, est-ce que je peux faire un cercle pareil? Parfait, voilà. Vous devez... Je ne le voulais pas aussi gros. Parfait. Vous devez savoir globalement comment est réparti votre portefeuille. Alors ça dépend du nombre de cryptos que vous avez. Déjà, honnêtement, si vous débutez, je vous recommande de ne pas avoir plus de 6-8 cryptos. C'est déjà suffisant. Si vous avez d'expérience, un peu de temps, 10, 12, grand maximum. Quelqu'un qui va avoir 50 cryptos, ça n'a aucun intérêt. Donc vous devez faire ce taf là, de vous faites un fichier Excel, vous utilisez des logiciels sur Internet, peu importe, de savoir, ok, quelle est ma répartition de mes cryptos. Comment vous avez d'un côté, comme on le voit assez souvent, votre balance cash crypto, ok, qui est tout simplement combien de pourcentage de cash vous avez par rapport
à vos cryptos. Donc admettons que vous avez 50 000 dollars de crypto, 50 000 dollars de cash, vous avez une balance 50-50, bien entendu. Si vous avez 100 000 euros de crypto et 0% de cash, vous êtes à 100 d'un côté, 0 de l'autre, etc. Quand vous avez déterminé votre pourcentage, on va mettre par exemple, vous avez ici 30% de cash, ok, 70% de crypto. Donc globalement, vous êtes bien exposé, mais vous avez toujours une flexibilité au cas où on a un retracement. Après, le taf qui doit être fait, c'est de savoir parmi ces cryptos-là, c'est quoi l'exposition que vous avez. Vous allez peut-être avoir, je dis des bêtises, hein, c'est pour vous faire comprendre, hein, mais globalement, vous allez peut-être avoir 15% en BTC. Ok, à ce niveau-là, 15%, hop, si je m'en sors, 15% en BTC. Vous allez peut-être avoir de l'autre côté, ici, 20% en Ether. Alors, vous faites ce taf-là, ok. Et le plus important, c'est si vous pouvez, avec sur Excel, hein, vous avez juste à rentrer des chiffres, ou même maintenant, il y a des outils qui vous permettent de récupérer directement avec une API le prix d'un actif, d'une crypto, et la retransmettre sur Excel, ce qui vous permet d'avoir ce genre de camembert ici qui est à jour. Vous faites ça sur toutes les altcoins et ça vous permet d'avoir déjà une bonne visualisation. Et vous allez avoir peut-être 20% d'Ether. Au bout d'une semaine, Ether, ça va pump ou dump, ça va passer peut-être à 21, 18, etc. Le fait d'avoir ce genre d'outil, ok, ça vous permet de prendre du recul et de voir est-ce que vous êtes sous-exposé ou est-ce que vous êtes surexposé sur un actif. Si demain, admettons que vous êtes rentré sur un même coin, ok, vous êtes rentré sur un même coin, vous avez 30% de ce même coin. Très bien. Le même coin, pour X raisons, il s'enflamme, il fait un x10. Automatiquement, ces 3% ne vont pas devenir, ne vont pas rester à 3%. Ils vont peut-être devenir, genre, je sais pas, ça peut-être 14%, 12%, bref, peu importe. Mais dans votre stratégie, vous devez savoir, ok, quelle est la limite que vous ne devez pas dépasser. Moi, je sais, hein, pour les altcoins que je possède, que ce soit BTC, Ether, que ce soit le Chainlink, Hyperliquid, Solana, voilà, des cryptos comme ça que j'ai, je sais mon seuil max que je ne veux pas dépasser. Si demain, Chainlink explose et je me retrouve à avoir 20% de lignes dans mon portefeuille, non, il va y avoir ce qu'on appelle une relocation, ok, je vais avoir un portfolio rebalancing, c'est-à-dire je vais rebalancer un peu entre les différentes allocations que je vais avoir, que ce soit entre mon cash, que ce soit entre les autres altcoins, parce que je ne veux pas avoir une forte exposition sur une crypto. Si vous n'avez pas ça, vous naviguez un peu dans le flou, ok. Ça, c'est le minimum. Après, on peut encore rentrer beaucoup plus dans les détails, hein. Là, je ne parle pas des prix d'entrée, des prix de sortie, des TP, des stop-loss, je ne parle pas du cash ou parmi quel stablecoin vous avez. Est-ce que c'est en DAI, est-ce que c'est en USDC, en USDT? Je ne parle pas du staking de ce cash-là qui peut être également réalisé. Je ne parle pas du staking des cryptos, une partie unstakée, une partie qui est stakée. Voilà, je peux rentrer vraiment encore plus dans les détails et faire un gros schéma. Mais ça, c'est la base. Là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais ce que je vous montre là, c'est la chose la plus importante. Si vous ne faites pas ça, si vous n'avez pas cette curiosité et cette facilité de mettre en place ce genre d'outils qui sont très simples avec un fichier Excel, ça prend pas énormément de temps, vous naviguez un peu à l'aveugle et vous n'aurez pas une vraie vision sur votre portefeuille et vous ne prendrez pas de bonnes décisions. Parce que tout ce qu'on fait ici, c'est pour faciliter l'information de notre portefeuille, de nos investissements, et ensuite prendre de meilleures décisions. D'accord? Investir, c'est pas juste acheter-vendre, c'est pas juste faire de l'analyse technique. Non, c'est de la gestion. Okay, et ça, c'est un point important. Donc moi, je vous encourage de faire ce taf-là. Okay, prenez le temps. Comme ça, vous avez une meilleure visualisation sur globalement votre portefeuille et vous prendrez tout simplement de meilleures décisions. Voilà, c'est un petit cours comme ça qui vous permet un peu en tout cas pour les débutants, de savoir ce qui doit être mis en place pour vous. Hein, moi, ça, c'est pas quelque chose que j'ai mis en place. Hein. Les premières fois que j'ai commencé à m'intéresser, pas spécialement crypto, à d'autres actifs, mais même quand j'ai commencé à acheter des cryptos maintenant, il y a un moment, j'ai pas commencé à faire un fichier Excel comme ça. Hein. Non, mais par contre, ça vient après. Mais plus tôt vous le mettez en place, bah, automatiquement, plus tôt vous avez un suivi intéressant. Voilà, BTC, moi j'ai pas grand chose à ajouter, c'est assez rapide. Ce qu'on veut, c'est tenir ce niveau-là. Si on retrace, si on le réintègre, il faudra surveiller le pullback au niveau de cette phase d'accumulation qu'on a eu. Au niveau d'Ether, alors Ether, comme je l'ai dit, un peu plus faible que le BTC, il a pump, il est en train de pullback également son tunnel 15 minutes et son tunnel 1 heure. On a un petit flux baissier qu'on a mis, là on est venu chercher le
Previous Daily High, qui est tout simplement ici. Voilà, quelqu'un qui ne veut pas utiliser par exemple mes tunnels, ok. Alors c'est pas les miens, hein, mais les tunnels Vegas, les moyennes mobiles, parce qu'il n'y arrive pas. J'ai déjà des personnes qui m'ont dit, Nico, toi quand tu les utilises, ça paraît super simple, mais moi, après des mois d'utilisation, je n'arrive pas. Et vous ne devez pas forcer. Il y a des indicateurs qui, vous allez être à l'aise, d'autres pas du tout. C'est propre à chacun. On a tous un profil qui est différent. Mais vous pouvez prendre un indicateur tout simple. C'est pas un indicateur, hein, c'est tout simplement des extrémités qui vous permettent tout simplement de savoir où sont les previous daily low, où sont les previous daily high, pardon. Et vous pouvez mettre ça en weekly, en monthly, en peu importe. Ça vous permet tout simplement d'avoir des extrémités où souvent on a des réactions de marché. Les previous daily high et les previous daily low, c'est de très bonnes zones de localisation où souvent, quand on vient les chercher, on a une réaction acheteuse et une réaction vendeuse. Moi, j'ai des setups, hein, j'ai un setup qui fonctionne très très bien avec cet outil-là, un setup d'ailleurs que je partage dans ma formation, dans mon programme, et qui marche très très bien. Et les personnes qui rejoignent le programme en général utilisent rapidement ce setup-là. Il est assez simple à mettre en place, il n'est pas compliqué, les règles sont très précises et il a de très bons résultats. Mais voilà, les previous daily low et les previous daily high, ça peut clairement vous aider également dans votre trading. Après, attention, une erreur à pas faire, à changer d'indicateur en permanence. Vous prenez un trade, votre trade est perdant, vous dites ah ça y est, cet indicateur il est mauvais. Non, 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 pas du tout. Cherchez à utiliser vos indicateurs de manière constante, ok, sur une longue période de temps. Affinez bien sûr vos indicateurs, mais ne les changez pas du jour au lendemain. Ça n'a aucun intérêt. Bon, Ether, comme je l'ai dit, il a bien pump, ok. Au niveau de ce niveau, oui, au niveau de ce niveau, c'est logique des 3900 dollars, qui est notre niveau long terme. Pour le moment, rien à signaler. Le pump est présent, mais pas aussi présent que le BTC. On évolue au-dessus des moyennes mobiles court terme. Ça serait bien de repasser au-dessus du tunnel H4 et au-dessus de ce niveau-là. Là, on a un niveau important qui doit être réintégré. Ce niveau de support qui fait maintenant office de résistance et ce tunnel H4 où on aimerait bien repasser au-dessus pour avoir ici une convergence des moyennes mobiles dans le sens de la tendance et espérer revenir chercher beaucoup plus haut, 4600 dollars, 4700 dollars. Donc moi je reste bullish sur Ether. Je vous rappelle, c'est depuis un moment mon exposition la plus importante de l'entièreté de mon portefeuille. C'est-à-dire si je refais le camembert que vous avez vu tout à l'heure, Ether c'est ma plus grosse crypto. De toute façon, moi c'est très simple, hein. 80% de mon portefeuille, 80% de mon portefeuille, c'est 80, ouais, 70-80. J'ai pas les chiffres à côté de moi, je peux pas les voir. Faudrait que je vous des fichiers, mais globalement, BTC, Ether, Hyperliquid, Solana. C'est globalement les 4 cryptos où j'ai le plus d'exposition. Et ces 4 cryptos, je vous parle depuis un moment, pour moi, ils me réalisent ma plus grosse performance. En même temps, c'est normal, c'est ma plus grosse exposition. Mais même si je prends d'autres cryptos que j'ai, par exemple du Chainlink, Chainlink a bien performé. Mais quand je compare à Ether, à Solana, Hyperliquid, ça ne vaut pas. Alors certains vont me dire, oui, tu prends pas trop de risques, tu es sur les altcoins ici les plus capitalisés. Peut-être. Sauf que quand on compare la performance de BTC, Ether, Hype, Solana, bah, la plupart des altcoins font une moins bonne performance que ces 4 cryptos-là. Alors, je comprends hein, la mentalité de certains qui se disent, oui, être sur une faible altcoin, c'est plus intéressant parce qu'on a un upside qui est plus important, on peut faire une meilleure performance, ce qui est techniquement vrai. Une altcoin à faible capitalisation peut faire une meilleure performance que BTC. BTC, lui, à partir de maintenant, ne peut pas faire un x10. C'est pas possible. Son market cap est trop important. Des altcoins à faible market cap peuvent. Sauf que, bah, quand on regarde des altcoins, il y en a très peu qui font une meilleure performance que les 4 que j'ai cités ici. Oui, il va y en avoir, mais voilà, c'est très très rare. Donc c'est pour ça, pour moi, avoir fait le choix de posséder pour 75-80% de mon wallet ces 4 cryptos-là, pour moi, c'est un très bon choix. Après, j'en ai d'autres, sauf que les autres, ça va être 1%, 2%, 3% de mon portefeuille grand maximum. Je vais avoir du Chainlink, je vais avoir du Tao, je vais avoir du RSR, je vais avoir du Axelar, je vais avoir du Atom, je vais avoir du DOT. Voilà, ça, c'est des cryptos un peu poubelles que j'ai 1-2% max qui ne font plus une grosse performance, voilà, que je garde comme ça. Mais voilà, je ne m'attends pas à faire de gros multiples avec. Pour le moment, c'est ça. J'en ai pas d'autres en tête, j'en ai peut-être un ou deux de plus, mais grand max. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, je vais pas avoir 20 cryptos, ça n'a aucun intérêt. 10-12, grand maximum. Voilà, Ether pareil, j'ai rien d'autre à dire de plus, plutôt une vidéo un peu éducative et on va surtout analyser vos altcoins aujourd'hui. Alors, bah, justement, on m'a demandé une analyse de Solana.
Moi, Solana, je reste bullish. Pourquoi? Parce qu'on a un pullback qui est en cours dans une tendance haussière. On est ici dans une phase où on continue de faire des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. On est sorti de cette phase de latéralisation. Moi, globalement, le range, je le vois là, hein, sur Solana. Je le vois dans cette phase-là, le range. Et j'ai toujours du Solana, hein. Alors moi, sur Solana, je m'étais exposé vraiment à l'époque à 30 $. J'en avais acheté ici, mais là, c'est vraiment à l'époque, je parle vraiment de ce cycle-là. Je différencie les derniers cycles. Ça veut dire que si je parle de mes positions, je vais pas reparler de certaines positions sur Solana que j'ai pu prendre euh, lors du bottom de mai 2021, ouais, par exemple. Parce que c'est un autre cycle, ok? Si je devais parler de mes positions, je dissocie le cycle d'avant, d'accord? Et je parle de ce cycle-là. Je m'étais positionné sur Solana au niveau des 30 $. J'avais pris des profits au niveau de ce pump ici, partiellement. J'avais repris des profits dans cette zone-là. J'étais rentré quand on est repassé sous les 120 $. De 120 $ à... J'avais des ordres de 120 à 80 $. J'ai été exécuté à 60-70% parce qu'on n'a pas été chercher les 80 $. J'ai repris des profits sur les 180 à ce niveau-là. Et là, il y a une partie que je laisse un peu courir parce que j'aime bien ce que nous fait, comme je l'ai dit, Solana. Si je mets ici notre volume profile, voilà, on voit bien les extrémités. On est sorti au-dessus de notre value area high. On la pullback, on rejette. Donc ça, on est peut-être sur un déplacement de la valeur. C'est-à-dire qu'on aurait une vraie sortie de cette phase de latéralisation pour aller faire un nouvel ATH. C'est tout à fait possible. Alors, ne vous attendez pas que Solana vous réalise encore un x30, x40, comme on a pu faire ici, hein. Je ne sais même plus la performance ici, mais elle est stratosphérique. On passe quand même de 10 $ ici à 300 $. Donc voilà, on peut parler de x30. Non, c'est pas possible. Pour moi, sur ce cycle, si vraiment déjà la performance elle est ouf et on pourrait poser un top là et s'arrêter, ok. Si vraiment on doit pousser sur Solana, grand maximum 400-500 $. Je vois mal un Solana aller au-dessus. On serait à partir d'ici sur un x2 à peu près. C'est vraiment des niveaux max. Après, s'il y a une grosse euphorie de marché, une altcoin season de ouf, on peut aller plus haut et on peut avoir des mèches hautes, ok. Maintenant, je vois mal Solana s'installer au-dessus. C'est-à-dire que quand je parle de ce niveau-là, je parle de niveau réaliste, d'accord. C'est-à-dire que globalement, on peut faire ça. On peut avoir une mèche très haute pour retracer fort, pour faire ça après. Mais globalement, voilà, la zone de valeur qui pourrait être travaillée après avoir fait un nouvel ATH, c'est entre les 400 et les 500 $. Est-ce qu'on va y aller? Aucune idée. Est-ce que si on y va, c'est une target réaliste? Oui. Est-ce que je serais surpris? Non. Ok. Mais est-ce que si on pose un top avant, qu'on a des signaux qui sont pas terribles, je sortirai en position? Oui. D'accord. C'est pas parce que j'ai des niveaux de TP comme ça que je reste focalisé dessus. J'ai plusieurs manières de sortir de position, comme d'entrer en position, c'est pareil. Soit je vais sortir sur des niveaux que je me suis définis, des chiffrons psychologiques, des extensions de Fibo, des niveaux de résistance, ok, ou alors des niveaux comme ça, des paliers, bref, peu importe, soit parce que je vois un essoufflement de marché, tout simplement. Vous voyez, si je prends les dernières fois où je suis sorti, ici je suis sorti parce que on était sur un niveau de résistance. Ici, je suis sorti parce que d'un point de vue psychologie, il y a eu, il y a eu, comment dire, une grosse phase d'euphorie sur Solana qui arrivait très rapidement. Je me rappelle en 3-4 jours de mémoire. Quand on a fait un nouveau sommet ici à 75 $, là on a eu 4-5 jours de openly sur Solana, vous voyez, plus 60% en quelques jours ici. Et il y a eu un gros sentiment bullish. Et je suis sorti vers les 117, je crois, un truc comme ça. De mémoire, c'était 117, 110 ou 117. Et après, on a consolidé. Alors oui, on a été plus haut, et certains pourraient me dire, ah, mais attends, t'as vendu, maintenant on est 2 fois plus haut. C'est comme ça, c'est ma stratégie de prise de profit, je la respecte, c'est le plus important. Là, si on commence à réintégrer, je pourrais également ressortir à nouveau, ou alors si on fait un nouvel ATH, peu importe, comme je dis, soit on va chercher les niveaux que j'ai définis au-dessus, soit si j'ai des signaux de retournement, un marché qui monte, qui ne veut pas aller plus haut, je pourrais également sortir. Ensuite, on m'a demandé une analyse de RSR, crypto dont je suis positionné également, que ça soit d'un point de vue technique et uniquement d'un point de vue technique au début sur ce bottom là, très très bas, j'ai eu une entrée agressive où j'ai vendu à x2, x4, x8, ok, j'ai pris mes profits clairement sur la montée et je suis rentré dans cette zone là où je suis actuellement à peu près à break-even sur ma deuxième entrée, plus d'un point de vue fonda parce que je me suis dit cette crypto a un petit potentiel. D'accord. Alors pareil, c'est une faible exposition de mon capital, mais voilà, c'est au cas où on a un retracement. Maintenant, il faut prendre en compte que c'est une crypto quand même qui a eu pas mal d'émissions de jetons. Je ne sais pas si je peux voir le market cap ici. Non,
Bon, c'est pas grave. C'est une crypto qui a eu pas mal d'émissions de jetons, donc elle a un market cap quand même qui est aussi important. On est plus sur ici, si je prends du prix à l'ATH, je pense pas que c'est une crypto qui va faire un nouvel ATH, OK? Je suis pas positionné pour me dire: «Oui, c'est une crypto qui va absolument faire un nouvel ATH». Par contre, c'est une crypto qui a un potentiel et qui pourrait connaître un retracement assez important quand même, à voir, d'accord? Je ne prédis pas l'avenir. Par contre, si on commence à casser ce niveau-là, ça serait pas terrible parce que là, on est quand même dans un range. Mais d'un point de vue fondat, je me suis dit, c'est une crypto qui est intéressante. Maintenant, comme je dis, ça fait pas partie de mes 4 plus grosses cryptos. C'est qu'il y a une raison, d'accord? C'est que je n'ai pas une conviction aussi importante que les 4 autres, hein. Pas parce que c'est une crypto à plus faible market cap, hein, parce que sur Hyperliquid, quand je me suis positionné au début, qu'elle était à 13 $, elle n'était pas top 10 ou top 11 comme elle est actuellement, d'accord? Maintenant, c'est juste d'un point de vue conviction. Il y a l'analyse technique, il y a l'analyse fondamentale, ok? À la fin de mon analyse fondamentale, je mets une note en fonction de certains critères que je vais mesurer, en fonction des datas, des données, de mon analyse, d'accord? C'est pas quelque chose que je fais à la va-vite en 10 minutes, hein, ça prend des heures et des heures de recherche. Et ben voilà, RSR sort du lot, comparé à d'autres altcoins, mais pas autant par exemple qu'un Hyperliquid. Alors, on se situe? On se situe sur un bas de range. Donc, plutôt une zone où on va chercher des longues. Maintenant, c'est un niveau qui doit tenir et moi, j'aimerais bien sortir de cette phase-là parce que si on commence à, casser par le bas, bah, on aura de grandes chances de revenir chercher cette zone de support, à ce niveau-là. OK, globalement, notre extrémité, on a posé un bottom, on a eu globalement cette structure en W. Idéalement, si on rejette là et qu'on retourne chercher l'extrémité opposée, on flippe ce niveau de résistance en support, on aura de grandes chances ici d'avoir un gros bottom qui soit marqué et de retester. Bah déjà, si je prends un Fibo, alors, je sais plus si c'est une anomalie cette mèche-là. Je vais regarder. Ah, je vais prendre ici sur Binance. On avait une mèche quand même assez importante à l'époque. On serait ici à peu près sur un retracement 0,382, 0,618. C'est clairement les objectifs au cas où on break sur range par le haut. Et on est toujours sur des niveaux intéressants, sur du long terme, vu qu'on est sur ici un support weekly. Voilà sur RSR. Et dernière crypto, on m'a demandé une analyse de XPL. Je ne sais pas ce que c'est et j'ai très peu de charts. XPL. Alors ça a dû sortir. Alors, si vous avez une crypto qui sorte comme ça, je peux pas faire grand chose d'un point de vue technique. Euh, je vais pas réaliser une analyse fondamentale parce que ça me prend du temps. D'accord? Le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est soit vous avez de fortes convictions d'un point de vue fonda, comme j'ai eu à l'époque sur Hyperliquid, et vous avez une charte qui est très jeune comme ça. Et typiquement, moi sur ce genre de charte, je vous recommande toujours de patienter en daily, weekly, d'avoir un bottom qui soit posé. Pour prendre en comparaison, j'aime bien prendre Optimism. Où vous voyez, alors pas maintenant, mais au moment où on a le listing, bah ça dump, hein, ça dump, et ça dump bien quand même, hein. On est sur un moins 70%. Donc ça dump, ok. Jusqu'à temps qu'on trouve une petite phase où on pose un bottom. Et on pump, et on reteste ce bottom là. Bah là déjà on a un point de repère. On sait que cette zone-là, la demande a été supérieure à l'offre. Oui. Ça vous permet d'avoir un petit point de repère. Sur du long terme, bah, les points de repère ils sont plus importants. On en a un ici, on en a un ici. Vous voyez, c'est des zones où la demande a été supérieure à l'offre. Ça vous permet de globalement savoir où est-ce que le marché s'est arrêté, où est-ce que les acheteurs ont été présents. Si vous ne faites pas trop ce taf-là, bah, vous pouvez le regretter en vous positionnant trop agressivement et avoir un marché qui chute, hein. Là, on a déjà fait un quoi? Moins 40%. Rien n'empêche de revenir chercher beaucoup plus bas. Ok. Donc, soit vous avez de grosses convictions d'un point de vue fonda, comme Hyperliquid, comme je l'ai dit, comme j'ai réalisé, où moi c'est très simple, hein. J'avais une charte comme ça, ici j'ai mis des ordres en mode épuisette, hein. Et je me suis dit, ça peut aller plus bas, j'ai tellement confiance dans le projet, ok, et j'estime que c'est clairement sous-évalué, je rentre en position. C'est rare, ça m'est arrivé qu'une seule fois, clairement, hyper liquide. Sinon, en général, j'attends d'avoir une plus grosse phase de latéralisation pour me positionner. Là, idéalement, un bottom. Quelque chose qui nous montre que, ok, on pose un bottom, les acheteurs sont présents, la demande est supérieure à l'offre, on passe de creux et sommet de plus en plus bas à creux et sommet de plus en plus haut. Mais soyez méfiants sur ce genre de chart jaune, ça peut aller très vite. Je vous laisse avec ça, rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à rejoindre le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.